Estrosi, on va en parler avec vous. La guerre se passe aussi sur le terrain alimentaire. La Russie et l'Ukraine sont de très gros producteurs de blé notamment. Les cours flambent et on commence à craindre des famines à travers le monde. Les mots sont particulièrement forts ce soir. Oui, et ce ne sont pas les miens, ce sont ceux d'Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. On l'écoute, c'était hier. Nous devons faire tout notre possible pour éviter un ouragan de famine et un effondrement du système alimentaire mondial. Voilà ce qu'on craint, un ouragan de famine et un effondrement du système alimentaire mondial. La raison, le blocage des productions agricoles en Ukraine et en Russie. 2 greniers à céréales du monde. À eux deux, ils fournissent un tiers du marché mondial de blé, 15% du maïs, mais aussi du tournesol, de l'orge, du colza. Tous ces produits de base en alimentation humaine ou animale ne sont plus chargés dans les bateaux depuis 19 jours. Quant aux capacités de production pour plus tard, la production sur des champs de ruines, ça va être évidemment compliqué. Ce qu'on ne plante pas aujourd'hui, on ne le mangera pas demain. Et alors, il n'y a pas que la guerre en Ukraine qui fait monter les prix. En France, les tensions sur l'alimentaire sont déjà une réalité depuis plusieurs mois. Oui, sur le marché des matières premières agricoles, c'était déjà tendu avant la guerre. Et puis les prix de l'énergie impactent aussi d'autres denrées alimentaires. Sur un an, les prix en France, les produits frais, c'est plus 6%. Les légumes frais, c'est à peu près pareil. Le poisson frais, plus 10%. La viande, plus 2%. Le pain et les céréales, plus 2,7%. Ça, c'est l'inflation, c'est pas la guerre en Ukraine. Mais sur le blé spécifiquement, depuis 19 jours, la hausse est exponentielle. On était à 280-300 euros la tonne mi-février. On est désormais autour de 400 euros la tonne. Un montant stratosphérique, mais aussi symbolique. 400 euros, c'était le prix de la tonne en 2011, au moment des printemps arabes. Révolution déclenchée à l'époque aussi par une crise alimentaire. Alors, quels sont les pays qui seront les plus impactés par le manque de blé? Les blés russes et ukrainiens. Alors, c'est pas en Europe qu'on craint des famines, car on produit du blé, mais en gardant notre blé pour nous nourrir nous-mêmes, on va affamer le monde. L'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l'Afrique subsaharienne sont très dépendants du blé russe et ukrainien. L'Égypte, c'est le premier importateur mondial de blé. 60% vient de Russie, 40% vient d'Ukraine. Ça fait 100% de dépendance. C'est normal, le blé ukraino-russe est moins cher que les autres et il est plus près. On mettait seulement 10 jours pour atteindre les côtes égyptiennes après la commande. Aujourd'hui, c'est fini. Sébastien Abyss, qui est chercheur associé à l'IRIS, auteur de Géopolitique du blé, pour lui, la révolte gronde. 400 euros la tonne, c'est insoutenable. Il faut être très clair là-dessus. Ça ne peut pas durer. Ça pose la question du coup des moyens que ces pays pourront mettre en œuvre pour acheter la paix sociale et réduire les incertitudes à domicile. Ça pose aussi une question de la coopération internationale et de nos solidarités alimentaires. Si l'alimentation, ce bastion de la sécurité humaine et quotidienne, vient à sauter, évidemment, pour un individu, il a toutes les raisons de vouloir contester le pouvoir en place en réclamant le minimum au quotidien. Des prix insoutenables l'or et la Russie se sert de son blé comme une arme géopolitique. Oui, c'est exactement comme avec le gaz ou le pétrole et c'est un levier redoutable. Depuis 2014, la Russie a fait monter sa capacité de production et en vendant son blé pas cher, elle a rendu le monde dépendant. Le robinet à blé peut se fermer ou s'ouvrir au gré de la volonté de Vladimir Poutine et du comportement de ses pays clients. La Russie a commencé, elle a introduit dans la nuit de lundi à mardi des restrictions aux exportations vers 4 républiques ex-soviétiques sur les céréales. Elle a par ailleurs recommandé à ses producteurs d'engrais de suspendre leurs exportations alors que la majorité des agriculteurs européens en utilisent. En gros, je vous résume, vous voulez du blé, ne soyez pas trop critique avec la main qui les vend. C'est déjà arrivé dans le passé, ça pourrait être la prochaine étape pour les pays en situation de dépendance alimentaire. C'est le point de vue de Sébastien Abyss. L'Égypte peut être tentée, comme d'autres pays, de ne pas critiquer trop ouvertement, trop fortement ce que fait le Kremlin. En Europe, nous avons une responsabilité aussi à partager la nourriture que nous produisons parce que nous avons des avantages géographiques et une stabilité politique qui nous donne cette responsabilité aussi sur les marchés internationaux. C'est pas qu'une question de commerce, c'est pas qu'une question économique, il y a une vraie dimension géopolitique qu'il faut avoir à l'esprit. L'Europe se doit donc d'aider l'Ukraine, mais aussi de soutenir les pays qui vont avoir besoin d'aide alimentaire, ne serait-ce que pour éviter qu'ils ne se jettent tout simplement dans les bras de Vladimir Poutine. Isabelle Lasserre, c'est une arme, Laure Closier le disait, c'est une arme dont se sert aussi Vladimir Poutine. Eh bien, il se sert en fait de toutes les armes qu'il a à portée de main. Il s'en sert d'une autre, on ne l'a pas encore bien réalisé parce que la crise est cachée complètement par la guerre en Ukraine. Mais Vladimir Poutine, depuis 5 jours, a bloqué quelque chose de très important qui s'appelle le JCPOA, c'est l'accord sur le nucléaire iranien.
c'est un jeu, c'est à la fois pour punir la communauté internationale et l'Occident, et c'est aussi pour éviter, si l'accord est bloqué, le brut iranien ne va plus sur le marché, puisque c'était la contrepartie à la levée des sanctions en échange d'un retour dans l'accord, et donc les prix du pétrole sont maintenus à un très haut niveau. Donc c'est le type d'exemple, en fait, Vladimir Poutine utilise tous les leviers qu'il a pour faire pression sur la communauté internationale et... Nicolas Tenzer, je me souviens d'un ministre français de l'économie qui disait il y a 15 jours guerre totale, guerre économique totale, c'était Bruno Le Maire, il a retiré l'expression, mais en réalité quand on écoute Laure, quand on écoute Isabelle Lasserre, on y est ce soir. Bien sûr, non, Bruno Le Maire avait totalement raison, alors après diplomatiquement c'était pas maladroit, il fallait retirer le propos. mais sur le fond il a entièrement raison, et d'ailleurs je pense que rétrospectivement ça montre aussi, parce que c'est quand même une des leçons qu'il faut tirer sur le long terme, combien nous sommes mis dans une situation de dépendance économique, mais également géostratégique par rapport à la Russie. D'abord sur le plan économique, on le voit avec l'exemple évidemment du blé, des engrais, on le voit sur le plan également du gaz, du pétrole, c'est bien connu, mais également sur le plan géostratégique, parce que l'exemple que donnait Isabelle Lasserre est très intéressant, parce qu'il n'y avait aucune raison objective pour que la Russie soit partie de l'accord sur le nucléaire iranien lorsqu'il a été lancé. Il n'y avait aucune raison. On pouvait parfaitement décider cet accord. Oui, mais la conséquence, c'est qu'on va peut-être dans un mois avoir un Iran nucléaire. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais c'est-à-dire que derrière, on n'a pas anticipé le fait que la Russie, qui pourtant était déjà quand même un facteur de déstabilisation majeur, ça fait 15 ans que je le raconte, du système mondial, un état de criminel, on voyait parfaitement ce que la Russie était en train de faire, on n'en a pas tiré les conséquences, autant sur les questions de négociation, et on n'a pas cherché, sur l'Europe, on l'a bien mesuré avec l'histoire du gaz notamment, mais sur le blé aussi, on n'a pas mesuré les conséquences qu'entraînait, on n'a pas cherché à contourner cette dépendance. Et je pense que ça c'est extrêmement important et extrêmement préoccupant, je dirais, pour la suite aussi.